Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 16 avril 2013. À Infomax ce soir, les élèves de ESHG en voyage à Boston sont rapatriés. Pas de piste cyclable sur l'avenue Lépine en 2013. Du nouveau à l'Ami de l'Entraide. Et le gala du Club Optimiste ce samedi. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, la commission scolaire au Cœur des Vallées a annoncé que les 125 élèves de l'école secondaire Hormidas-Gamelin qui se trouvaient en voyage pédagogique à Boston hier ont tous été rapatriés et qu'ils devraient être de retour dans la région plus tard en soirée. Soulignons que les élèves de première et deuxième secondaire se trouvaient loin du lieu des explosions au moment où elles se sont produites, malgré qu'ils auraient dû s'y trouver selon leur horaire initial. Le président de la CSCV, Sylvain Léger, nous dit que tout a été mis en œuvre pour rassurer autant les parents que les élèves. L'itinéraire original prévoyait que nos étudiants étaient pour être au centre-ville de Boston et les organisateurs, suite au marathon et tout le branlement de combat qui se passait là, ont décidé de débuter leur visite au Musée des sciences. Pendant leur visite du musée, le musée a été fermé. Donc, les policiers ont fermé les installations et ont suggéré aux gens de quitter le musée le plus vite possible. Donc, c'est à ce moment-là où que nos jeunes ont pris connaissance qu'ils venaient d'avoir une bombe qui avait été explosée au marathon. Oui, on est en contact constant avec nos éducateurs, nos professeurs là-bas. Le moral des jeunes va très bien. C'est sûr qu'il y a une déception qu'ils doivent revenir. Ils ont fait des levées de fonds. Ils sont organisés pour ce voyage-là depuis septembre. Donc, de ce côté-là, il y a une déception, mais comprennent bien, les installations, tout est fermé, donc sont en route présentement pour Buckingham. On a convoqué les parents à une rencontre avant l'arrivée des étudiants pour un petit peu leur expliquer, premièrement, rassurer les parents, de leur offrir un service, un soutien à ces étudiants-là et à ces familles-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a en secondaire 1 et 2, il y a des étudiants qui ont vécu aussi tout notre drame à Saint-Laurent. Donc, tu sais, ils voient ça. Donc, on veut juste s'assurer de bien accompagner, bien encadrer nos jeunes, nos familles, nos parents. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres étudiants présentement en voyage, c'est-à-dire à New York et à Philadelphie, la CSCV a décidé qu'ils vont pouvoir continuer leur voyage tel que prévu après avoir consulté le consulat américain. On vient maintenant dans notre secteur. Les amateurs de vélo vont devoir patienter avant d'être en mesure d'utiliser à nouveau la piste cyclable sur l'avenue Lépine dans le secteur Buckingham. On se souvient qu'avec la réflexion de l'avenue, la Ville avait été incapable de refaire la piste cyclable, étant donné qu'elle n'était pas propriétaire des terrains où elle souhaitait la construire. On va donc devoir entreprendre d'exproprier des parties de terrain pour être en mesure d'aller de l'avant avec la construction. Dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, diffusée sur nos ondes cette semaine, le conseiller du secteur, Maxime Pedneau-Jobin, a confirmé que la piste ne serait pas prête pour l'été 2013. Non, on s'en va en expropriation. C'est un dossier bien difficile. Il y a eu des discussions avec les propriétaires. Évidemment, eux défendent leurs intérêts à court terme, mais aussi à long terme. Nous, on veut mettre la piste cyclable, donc on veut élargir un peu la rue. Moi, c'est un dossier qui me déçoit beaucoup parce qu'on perd beaucoup de temps dans ces discussions-là. Mais bon, il faut ce qu'il faut, puis il ne faut pas trop reprocher aux citoyens, aux propriétaires de défendre leurs intérêts. Mais on a perdu presque un an. Donc, la piste, c'est pas cet été non plus qu'elle va être remise sur l'épine. Fait que moi, je ne me donne plus de date. Parce qu'il y a des dossiers qui vont bien, là, mais celui-là, c'est assez difficile. Donc, c'est la négociation, j'imagine, avec les citoyens que vous devez exproprier qui est plus difficile? En fait, avec des gens d'affaires là, qui défendent
s'ils veulent agrandir, s'ils veulent avoir différents accès, bon, c'est pour ça qu'on aurait aimé avoir une entente à l'amiable, mais là, on s'en va en expropriation. Mardi dernier, la Commission de révision des dépenses et des services de Gatineau présentait son premier rapport au conseil municipal. Rappelons que le but ultime de la Commission est de trouver des moyens pour faire économiser 15 millions de dollars à la Ville d'ici 2018. Le rapport de la firme privée Raymond Chabot Grant Thornton n'a pas été tendre envers l'administration municipale actuelle. On y note, par exemple, que les cadres perdraient 2 fois trop de temps à des tâches administratives. Le manque de planification et le processus décisionnel non performant ont été décriés par le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Eh bien, le maire de Gatineau, Marc Bureau, qui était de passage dans nos studios la semaine dernière pour participer à l'émission Parole à l'élu, y voit quant à lui un tout autre message. Là, la critique qu'on faisait à l'intérieur de ce rapport-là, c'est que la ville de Gatineau avait beaucoup de plans, d'activités en cours, puis c'était peut-être de réduire le nombre d'activités qu'on fait dans une année pour mieux les suivre, mieux les encadrer. Donc, on peut s'attendre peut-être à avoir dans le futur 4 ou 5 grandes priorités par année, au lieu d'en avoir peut-être plus d'une vingtaine par année, bien réduire un petit peu le nombre de priorités pour mieux les faire, puis d'être plus encadré, puis faire mieux travailler nos gens. Mais je pense que le but de ça, c'est vraiment d'améliorer les services aux citoyens à la ville de Gatineau, puis se dégager une certaine marge de manœuvre. Par ailleurs, toujours dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, qui va être diffusée tout de suite après cette édition d'Infomag, j'ai demandé à M. Bureau s'il avait pris une décision par rapport à son avenir politique. Il soutient qu'il est toujours en réflexion, tout en confirmant que l'arrivée du parti Action Gatineau vient un peu changer la donne. Un extrait de l'émission Parole à l'élu. Ma réflexion n'est pas basée là-dessus. Ma réflexion est basée que ça prend quand même de l'énergie, du temps, puis on est à vérifier si on va avoir des équipes parce que se lancer en campagne électorale, ça prend des gens, ça prend des bénévoles, puis on est en train de vérifier tout ça. Mais je devrais faire connaître ma réponse là, dans les prochaines semaines. Mais le parti politique, c'est sûr que ça change un petit peu la situation. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué au Québec, et surtout dans l'Outaouais. Il y a déjà eu des tentatives, puis il n'y a pas de parti politique dans aucune ville de la région de l'Outaouais, donc c'est quelque chose qui est différent. Mais moi, comme maire, je veux travailler avec... Actuellement, il n'y a pas de parti politique comme tel. Il s'en est créé un, mais actuellement, je travaille avec 18 personnes qui ont été élues individuellement dans chacun de leurs quartiers. Puis on essaie d'avoir le consensus de ces personnes-là dans tous les projets qu'on fait. Puis j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça jusqu'au 3 novembre. Le Parti Action Gatineau a annoncé en début de semaine que le processus d'investiture était maintenant enclenché. Rappelons que le parti souhaite présenter des candidats dans chacun des 18 districts électoraux en novembre prochain. La première assemblée d'investiture va avoir lieu le 3 mai prochain dans le district d'Aylmer, qui, on le sait, est actuellement représenté par Stéphane Tsenak, un des membres fondateurs d'Action Gatineau. On se rappelle qu'à l'élection de 2009, M. Tsenak avait été élu par une seule voix contre le conseiller sortant, Franck Terrien, après recomptage judiciaire. L'Ami de l'Entraide, qui, on le sait, est la banque alimentaire du secteur, a présenté hier toute une gamme de nouveaux produits qu'il va être possible de se procurer dans ses locaux de la rue des Pins. En effet, en plus des produits actuellement disponibles, tels la tourtière ou la sauce à spaghetti, plusieurs desserts maison ont fait leur apparition. On peut noter que grâce à un don de 1 500 $ du Club Lion de Buckingham, tous les produits en vente sont maintenant exposés dans un tout nouveau présentoir. Par ailleurs, en plus de venir en aide aux plus démunis de la société en offrant de plus en plus de dépannage alimentaire, l'Ami de l'Entraide est également un projet d'économie sociale. Nouveauté également, à partir de cette semaine, les travailleurs du secteur vont pouvoir se procurer un repas chaud à frais modiques. Tous les profits vont retourner à l'organisme. La directrice, Lucie Carrier.
Aujourd'hui, c'est un projet d'économie sociale, c'est pour promouvoir mes produits maison. Fait que j'avais ouvert en 2011. Maintenant, j'offre une plus grande gamme de produits maison. J'ai introduit des soupes. Maintenant, on introduit des take-out qui vont être jeudi et vendredi de cette semaine. Ça commence, là. Fait que tous les ceux et celles qui travaillent autour, des gens qui n'ont pas eu le temps de faire à dîner, bien, on offre, comme aujourd'hui, on a du pain de viande et pommes de terre en purée. Puis jeudi, ça va être un autre menu. Fait que jeudi et vendredi, nous sommes ouverts sur l'heure du dîner. Nous aurons toujours des produits, puis la soupe, elle va toujours être chaude. Quand on dit take-out, c'est vraiment arrivé sur l'heure du dîner. Ça peut être 11 heures. Le dîner, on va toujours s'arranger pour que le dîner soit prêt à 11 heures. Fait qu'on va l'offrir tout sur l'heure du dîner. Puis les repas individuels, on parle d'un repas viande, patates et légumes, par exemple, c'est 5 $. C'est ce samedi que va avoir lieu le 29e gala étudiant du Club optimiste de Buckingham, un gala qui vise à récompenser les étudiants qui se sont démarqués par leur persévérance. Unique au monde, ce gala suscite beaucoup de curiosité de la part des autres clubs optimistes. J'ai rencontré le président du Club de Buckingham, Jacques Jobin, un peu plus tôt cet avant-midi pour nous en parler. Monsieur Jobin, c'est en fin de semaine que le gala du Club optimiste va avoir lieu, et ça a lieu ici, là, à la salle des Jardins. Avant qu'on parle du gala comme tel, j'aimerais qu'on parle du Club optimiste. On sait que ça fait 35 ans que c'est présent dans notre communauté ici, mais ce n'est pas unique et ce n'est pas exclusif à Buckingham. Non, absolument pas. C'est 35 ans ici à Buckingham, 1977. Et puis, mais c'est un club qui appartient à un réseau de clubs. On est dans la zone 9, dans la zone de l'Outaouais. On appelle ça, nous, la zone 9. Mais il faut savoir qu'il y a 2900 clubs dans le monde, dans vraiment plusieurs pays. Je n'ai pas le nombre exact de pays. Le siège social est à Saint-Louis, au Missouri. Et puis, c'est un club qui a plus de 100 ans. Il a été fondé en 1911 par deux hommes d'affaires de Buffalo qui voulaient se faire des liens, etc. Puis ils ont décidé d'inviter des amis. Puis 10 ans plus tard, ils se sont donnés comme objectif de travailler pour les jeunes, avec les jeunes, de s'impliquer avec les jeunes, pour combattre le décrochage scolaire, pour aider les familles, pas les familles, mais pour aider là où les enfants, les jeunes avaient besoin d'un appui pour réaliser des rêves, des objectifs, etc. Alors, en 1920, c'est devenu orienté vers les jeunes. Donc, c'est un club qui est orienté depuis maintenant 35 ans ici à Buckingham pour les jeunes de notre secteur. Plusieurs activités qui sont organisées au courant de l'année. On en organise là récemment, jusqu'à récemment, il y en avait quelques-unes aussi. Oui, je peux vous donner un exemple à Notre-Dame-de-la-Salette, parce que ça fait partie de notre territoire. On vient de faire un concours un concours d'écriture en 6e et 5e année sur le thème de l'écriture, c'était comment tu appelles ça, là, le bullying, le scolaire. Oui, décrochage ou le décrochage. On parle de taxage. Le taxage, puis sur l'intimidation. Alors, on a demandé aux jeunes d'écrire un texte sur l'intimidation. Les jeunes de 5e, 6e année. Et puis, on a choisi, c'est-à-dire les professeurs, une équipe de professeurs a choisi les meilleurs textes. Et puis, on a remis une bourse aux gagnants, au 2e, 3e. On a donné des prix de présence aux autres. Mais ça a fait toute une conversation sur l'intimidation, puis ça a fait réfléchir les jeunes là-dessus. Ça leur permet aussi d'apprendre non seulement d'apprendre à écrire, mais d'apprendre à exprimer leurs pensées par écrit. Puis c'est très important. Dans le monde où on vit, là, on travaille tous sur des ordinateurs. Quelqu'un qui sait bien écrire a un avantage des autres. Tout à fait. Et c'est en fin de semaine, pour la 29e année, que le gala étudiant a lieu. Et c'est un gala qui est complètement différent. On ne récompense pas que l'excellence scolaire, et c'est voulu comme ça. C'est voulu comme ça. Ce qu'on récompense, c'est l'effort. C'est l'effort, c'est aussi la persévérance. C'est-à-dire, on peut donner plusieurs exemples. Là, pour vous donner une idée, samedi soir, on va donner 98 plaques, 98 reconnaissances. L'élève monte en avant, vient sur la scène, on lui remet
une plaque, et puis on fait ça 98 fois. C'est des jeunes qui ont été choisis par leurs professeurs, un par classe, mais choisis pour les efforts qu'ils ont faits en cours d'année. C'est vraiment des jeunes qui se sont distingués là, par leur capacité de ne pas lâcher. Et c'est un gala qui est unique. On a des gens d'un peu partout. L'an dernier, on a des gens du niveau provincial qui est venu. Cette année, vous allez recevoir le président international du Club Optimiste, M. Jean-Claude Saint-Onge, qui vient voir comment ça se passe ici à Buckingham. C'est ça. Puis ça, c'est important, puis c'est intéressant pour nous, parce qu'on s'est fait une réputation dans ces 29 ans-là. Comme samedi soir, on va voir tous les présidents de la zone vont être là. Et ils viennent parce qu'ils savent ce que c'est, mais ils viennent aussi par curiosité, puis ils pensent peut-être nous imiter. Alors, Jean-Claude Saint-Onge, le président Jean-Claude Saint-Onge, vient spécifiquement pour voir ce qui se passe, comment ça se passe, ce que ça veut dire qu'il entend parler de ça tant que ça. Puis, lui, il est dans la position idéale pour suggérer des activités à d'autres clubs, etc., faire ressortir un peu ce qui se fait ici. Et puis, parce que ça atteint directement les objectifs du Club Optimiste. C'est vraiment la persévérance scolaire, c'est la reconnaissance des efforts des parents, des grands-parents face à leurs enfants. Alors, on s'est fait une réputation là, avec ça, et puis il vient voir ça ici. On en parle, mais les gens qui voudraient se présenter, il n'y a pas de place parce qu'on est obligé de réserver, de limiter le nombre d'invités que chaque élève peut avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez-vous, vous avez une petite ou un petit de troisième année qui reçoit une plaque. On l'informe de ça, on informe les parents font quoi? Ils téléphonent à leurs parents, les grands-parents arrivent, les mononcles, les matantes, tout le monde veut venir. C'est qu'on est obligé de se limiter à 5 par jeune. Puis on a 98 jeunes, ça nous fait déjà 490 personnes dans la salle, à part des invités optimistes, là, nos présidents, puis tout ça. Là. Ça fait que la salle est pleine. Puis on a derrière la salle une autre grande salle avec des écrans. Puis si ça refoule, on envoie les gens dans la salle pour voir ça sur écran. Ça fait une belle soirée. Là, tu sais, là. Monsieur Jobin, on va vous souhaiter un très bon 29e gala. Je sais qu'on prépare déjà le 30e. Merci infiniment d'être venu nous rencontrer. Ça fait plaisir, puis ça passe trop vite qu'on pourrait en parler encore longtemps. Oui, tout à fait. On parle maintenant agriculture. Encore une fois cette semaine, Émilie Barrette qui vient se joindre à nous. Émilie, on commence tout de suite avec l'événement qui s'est passé dans le secteur en fin de semaine dernière, ouais. C'est-à-dire secondaire en spectacle. Oui, effectivement, Michel. La semaine dernière, je vous en ai parlé justement de la finale de secondaire en spectacle qui s'est déroulée la fin de semaine passée. On a 6 élèves de la commission scolaire au Cœur des Vallées qui ont été récompensés là, pour la qualité de leurs prestations là, respectives. D'ailleurs, on a 2 élèves d'Ormidas-Gamelin qui représenteront l'Outaouais au 13e rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Donc, il s'agit de Casey Thibault, catégorie auteur-compositeur-interprète, et il s'agit également de Alexandre Rabi, catégorie danse et expression corporelle. Donc, félicitations à ces candidats. Voilà, donc on parle de 6 élèves, mais il y a des élèves là, de toutes les commissions, en fait de toutes les écoles des différentes commissions scolaires qui étaient présentes ici. Donc, un beau succès. Oui. Et en fin de semaine prochaine, donc à partir de jeudi, un autre événement très intéressant qui se déroule à la même salle. On parle de multitude. Oui, très beau spectacle, Michel. Ça se tiendra les 25, 26 et 27 avril à compter de 19h30 sous le thème Insomniaque. Cette année, pour le 20e anniversaire, on a fait preuve d'audace
On fait le parallèle entre le rêve et la réalité. En fait, l'histoire tourne autour d'un personnage qui manque son autobus et elle doit passer la nuit dans un parc pour pouvoir prendre son autobus le lendemain matin. Durant cette nuit, elle fait la rencontre de plusieurs personnages, mais ça reste nébuleux à savoir est-ce que c'est vraiment là, vrai ces rencontres-là ou bien c'est plutôt une hallucination. Donc, la ligne, elle n'a jamais été aussi mince là, entre la réalité et le rêve. Puis ce qui est intéressant, comme expliquait là, Mathieu Gagné, qui est le directeur artistique et metteur en scène de Multitude, c'est qu'on va réellement mettre au défi les spectateurs. On vous promet un spectacle qui est plein de questions, qui est plein d'interrogations, puis il y en a qui vont se poser des questions là, à la fin du spectacle. On veut laisser le spectateur en suspens, qu'est-ce qui est vraiment arrivé versus qu'est-ce qui est inventé dans l'histoire qu'on nous a présentée. Les gens vont se faire leur propre théorie, puis ça risque d'échanger pas mal après le spectacle. Même au niveau des décors, M. Gagné, il mentionnait que c'est différent parce qu'il y a beaucoup là, de productions vidéo cette année. Puis enfin, Multitude, on le sait, c'est une histoire avec des numéros qui sont variés, tels que le chant, l'humour et la danse. Un autre concept qui est intéressant là, dans Multitude 20, c'est le clin d'œil qu'on fait aux anciens là, de Multitude. Donc, il y a des anciens là, qui reviennent faire une prestation. Ce jeudi, d'ailleurs, on a le 25 avril, il va y avoir Nicolas Madar et Marilyn Joly. Vendredi, c'est Maxime Gagnon, Steph Roy et Mylène Fagui. Et puis samedi, c'est Sabrina Lopez et ODC, qui est un groupe de danse. Donc, on peut peut-être répéter les dates et dire comment on peut se procurer justement des billets pour rester au spectacle? Oui. En fait, c'est les 25, 26 et 27 avril. Pour se procurer les billets, en fait, il y a 3 façons. Soit via Facebook, où est-ce que vous cliquez, en fait, vous tapez Multitude 20 Insomniac, vous dites le soir ce que vous voulez y aller, le nombre de billets, et vous allez les chercher à la billetterie le soir même. Ou soit que vous vous présentez au local à 127, directement à la polyvalente, ou bien vous pouvez vous procurer là, des billets la journée même. Il y a peut-être un autre aspect que j'aimerais ajouter, Michel, si tu me permets, c'est que depuis 4 ans, on a des invités surprises à Multitude. On le sait, les années passées, on a eu Réal Bellan, on a eu Vincent Vallière, Loco Locas et Stéphie Choc. Et pour cette année, ce que je peux vous dire, c'est que jeudi soir, c'est un groupe d'humoristes. Vendredi soir, c'est un band qui a joué là, à quelques reprises au Rockfest. Et puis, samedi soir, c'est une artiste très connue du public québécois qui est une finaliste de Star Academy. Donc, c'est ça. Puis, grosso, juste pour en terminer, c'est le plus gros budget également là, de Multitude pour le 20e anniversaire. Donc, ça risque d'être un spectacle là, assez intéressant. Vous nous disiez les façons de se procurer les billets. Oui. Il y en a une quatrième qu'on peut peut-être ajouter. Les gens peuvent peut-être en gagner une paire. Oui, effectivement. En fait, on fait tirer là, une paire pour tous les soirs, gracieuseté d'ailleurs, du spectacle Multitude. Donc, on vous invite à téléphoner au 819-281-8250 pour obtenir la chance de gagner là, une paire de billets. Voilà, alors on va faire le tirage tout de suite après l'émission. On passe maintenant à la chronique de Daniel Lafortune. Oui. Daniel qui nous présente, je pense, une critique de film comme c'est son habitude. Vient de prendre l'affiche au cinéma Paulette, un film qui avait été présenté en ouverture du dernier festival du film de l'Outaouais, qui a été reconnu prix du public et prix aussi du jury. C'est un film de Jérôme Enrico qui met en scène l'unique Bernadette Lafont. Cette bonne femme de 74 ans était présente lors de l'ouverture du festival du film. Eh bien, c'est elle, Paulette. Paulette, c'est une bonne femme qui vit dans un HLM. Elle est retraitée, mais avec son maigre salaire, elle a de la difficulté à arriver. Eh bien, dans ce HLM, il y a beaucoup de jeunes, et des jeunes un peu insouciants, délinquants, qui y vivent aussi. Et eux font le trafic du cannabis. Voilà. C'est fait, elle aussi le fera. Et oui, c'est une ancienne pâtissière qui va réussir à voler un peu les clients de ces jeunes-là et devenir un peu le maître d'œuvre de tous ces HLM et de faire vivre elle et ses amis avec le trafic qu'elle fait en ajoutant aux pâtisseries, aux gâteaux, le cannabis. Et oui, cette Paulette
est fière et indispensable à la communauté des HLM, évidemment, elle va être prise, comme tout bandit est pris à l'occasion. Mais ce qui est intéressant dans ce film, dans cette comédie-là, c'est que prendre un personnage du troisième âge et le mettre dans une situation assez loufoque. Eh bien, Paulette, Bernadette Lafont, a réussi de main de maître et Jérôme et Enrico ont réussi à maîtriser ce sujet, un sujet qui peut être difficile, mais un sujet vu sur un point de vue humoristique. Une bonne comédie qu'il faut aller voir au cinéma, 7 sur 10. À partir d'aujourd'hui, dans les cinémas, il y a La Pirogue. Ce film aussi était présenté au dernier festival du film de l'Outaouais, qui s'est mérité 2 prix au dernier festival du film d'Angoulême, prix du public et prix de la mise en scène 2012. La Pirogue, c'est une mise en scène de Massé Touré. C'est un réalisateur sénégalais qui a campé son film dans un petit village tout près de Dakar au Sénégal. Et dans ce village-là viennent s'installer un paquet d'Africains qui, eux, ont de la difficulté à joindre les 2 bouts. La seule bouée de sauvetage qu'ils ont, c'est de prendre la mer et se rendre soit aux Canaries ou soit directement en Espagne. Eh bien, cette trentaine de personnes qui parfois ont de la difficulté à communiquer entre eux parce qu'ils viennent d'un peu partout en Afrique. Certains ont de la difficulté même à communiquer avec les Sénégalais qui ont comme seconde langue, évidemment, le français. Et ce capitaine va avoir à affronter la tempête. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en scène une situation réelle qui existe actuellement. Tout dernièrement, il y a une trentaine de personnes qui sont décédées dans un naufrage de ces gens-là, qui tentent de sauver leur famille, se sauver. C'est comique, mais en même temps, c'est tragique. Donc, une mise en scène de Massé Touré qui réussit à nous faire comprendre cette existence de personnes qui existent et qui vivent tout près de la frontière africaine et qui tentent de se sauver et d'avoir une vie meilleure pour eux et leur famille. 7 sur 10, La Pirogue. Merci beaucoup, Daniel. Alors, des suggestions à suivre de près. On se transporte maintenant du côté du Café des artistes. On sait, la petite salle dans le secteur Buckingham. 2 spectacles très intéressants qui s'en viennent vendredi et par la suite, vendredi et samedi. Oui, effectivement. Belle fin de semaine au Café des artistes. Vendredi à 20h30, c'est Yves Marchand. C'est un claviériste là, du groupe Zébulon dont on connaît. Donc, lors de cette soirée, Yves Marchand va nous présenter ses nouvelles chansons qui vont paraître sur son prochain album. Les billets sont au prix de 10 $. Et alors que samedi à 20h30 également, on accueillera Robert Garceau qui sera accompagné de ses 2 musiciens, là, Daniel Berriot et Michel Taillefer. C'est dans le cadre d'un concert intimiste qu'il présentera là, des chansons extraites de ses 2 albums précédents. Et également, il va nous faire là, quelques chansons sur son 3e album, Humanitude, qui paraîtra là, au printemps. Ses textes à Monsieur Garceau, sont empreints de poésie, là, des textes là, qui portent sur la condition et la place de l'homme dans un monde là, qui souvent le dépasse. On pense maintenant, on change complètement de registre, oui, on parle effectivement. de l'Orchestre symphonique qui termine sa 5e saison en fin de semaine. Oui, effectivement. Donc, on présentera l'opéra Carmen. C'est ce samedi à 20h à la Maison de la Culture. Donc, les musiciens, là, ils accueilleront des personnages là, connus avec les solistes là, René Lapointe, Steve Michaud, Pascal Baudin et Pierre-Étienne Bergeron. D'ailleurs, il va y avoir aussi un chœur d'enfants ainsi que 75 voix là, de la chorale du Conservatoire de musique de Gatineau qui se joindra à l'orchestre. Les billets sont au coût de 42 $ ou 22 $ pour les étudiants, 243 25 25. Et d'ailleurs, ce jeudi, durant InfoMag, on va là, avoir une entrevue avec Yves Léveillé, le chef d'orchestre, qui va nous dire en primeur là, les spectacles de l'an prochain. Voilà, alors c'est à suivre de près. En terminant, un spectacle à la Maison de la Culture qui a été annulé. Oui, malheureusement, le spectacle de Gilles Vigneault qui devait se tenir là, ce jeudi 18 avril a été cancellé pour raison d'hospitalisation. Donc, malheureusement, sa tournée là, Vive debout, là, elle a été annulée. Vous pouvez vous faire rembourser en téléphonant à la Maison de la Culture. Voilà, 243 25 25. Oui. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Alors, on se revoit évidemment la semaine prochaine. C'est ce qui conclut notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous
tout de suite après notre émission pour l'émission Parole à l'élu, qui va être suivie par le conseil municipal de la ville de Gatineau, conseil qui a lieu ce soir même en direct du centre de services de Buckingham. Je vous invite à nous appeler 281-8250 pour gagner des billets pour le spectacle de multitude. Ici Michel Pilote. Bonne fin de soirée sur nos ondes.